Nous sommes toujours à la fête nationale au Tour Frontenac et se joint avec nous Marie-Célie Agnan, auteure. Vous avez écrit plusieurs textes, des romans, des contes et j'en passe. Oui. Depuis plusieurs années déjà. Et j'aimerais ça qu'on puisse, en partant, parler de la langue française. Vous vous impliquez beaucoup auprès des jeunes. Oui. Vous allez dans les écoles pour justement transmettre l'amour de la langue française et des mots. Développer cet amour, en quelque sorte, je dirais. Ça fait déjà presque 20 ans que je fais ce travail, ici au Québec, mais aussi ailleurs. Les enfants, moi, j'ai découvert qu'ils ont une faculté de s'ouvrir, vous voyez, à ce qu'on leur offre, pourvu que ça soit fait, avec amour. Et ce que je leur enseigne, ce que j'essaie de laisser avec eux, c'est cet amour de la langue. Je leur dis, une langue, c'est pas qu'un véhicule pour parler, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre à aimer, qu'on peut apprendre à apprécier. Je leur apprends le travail, le rapport avec l'oreille, avec la musique. Et une fois qu'ils comprennent tout ça, mais c'est une merveille de travailler avec eux. Et je dis souvent que c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans mon parcours, d'avoir pu avoir accès aux enfants. C'est une éditrice qui m'avait proposé d'écrire un livre pour les enfants. À l'époque, je lui avais dit, mais je ne sais pas comment écrire pour les enfants. Et elle a beaucoup insisté et depuis, je me suis mise à voyager dans les écoles ici et un peu partout. Imaginez-vous aller jusqu'en Autriche et faire chanter des enfants dans une autre langue, en français et en créole. Alors c'est vraiment magnifique. Et justement, vous avez écrit quand même plusieurs livres pour la jeunesse. Oui. C'est une manière, à travers les contes, à travers ces histoires, de faire perpétuer la langue aussi, perpétuer des accents et découvrir de nouveaux mots. Et non seulement écrire des livres pour des enfants, mais aussi les amener à l'écriture. Oui. Vous arrivez dans une classe avec des ados qui sont plus ou moins intéressés, et là, une fois qu'ils comprennent qu'ils peuvent jouer avec la langue, des fois, je leur dis, essayez d'écouter la musique de ce que vous écrivez. C'est la musique qui nous permet de faire le choix des mots. Moi, dans un second temps, lorsque j'écris, il faut que j'écrive à voix haute. J'ai besoin d'écouter les mots. C'est le rythme des mots. Vous voyez, un texte sans rythme n'est pas beau. Oui. Alors voilà, c'est ce que j'essaie de leur transmettre. Et puis, ils écrivent aussi. Au début, c'est un peu difficile, ils sont paresseux, ils ne veulent pas, ils écrivent très peu et après, on ne peut plus les arrêter. Oui. Et je me suis fait dire une fois par un enfant, si tous les cours de français étaient comme ça serait merveilleux. Ah, il faut des Marie-Célie dans toutes les classes de nos enfants. Oui, ça serait merveilleux. Oui. Et j'essaie aussi Il y a un moment où j'allais beaucoup à l'Université Concordia et à l'Université de Montréal faire des ateliers avec les profs qui vont être diplômés. Il y avait des profs à cette époque-là qui m'invitaient. Maintenant, ils sont à la retraite, c'est dommage. Pour leur montrer comment compter aux enfants en utilisant le conte comme un outil pour développer la langue en quelque sorte. Parce que dans un conte que je raconte souvent, il est question de l'eau. Alors là, vous avez devant vous de tout petit, vous leur parlez de l'eau pure, l'eau limpide, l'eau cristalline, l'eau boueuse. Et là, tout à coup, ils répètent. C'est ce que je fais. Oui, donc vous allumez la magie dans le cœur de ces enfants. Je trouve que c'est essentiel de commencer là. La langue ne peut pas être seulement un outil politique de manipulation. Ça doit être quelque chose de vivant. Et qui sert notre quotidien. Absolument. Aussi. Puis d'ailleurs, si je vais passer à M. Laporte un peu, vous avez été récemment nommé à la commission de toponymie, qui joue beaucoup en fait avec les mots et notre patrimoine. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est la toponymie, si vous pouvez en faire une petite description. C'est tout simple, c'est l'organisme créé en 1967 qui s'assure du respect des noms de lieux, mais de tous les lieux, du moindre nom de rue en passant par le nom d'une colline ou du nom d'une école ou d'un village. C'est un champ immense là, où l'expertise de plusieurs spécialités requises, là, que ce soit la géographie, la poésie, les langues autochtones. Il y a bien sûr des déséquilibres qui sont inscrits. Il y a beaucoup trop d'hommes blancs, etc. Alors, c'est aussi, la toponymie doit s'adapter aux changements dans la société québécoise. On vient d'ailleurs de lancer un vaste chantier de rebaptiser des noms d'après leur origine autochtone. Oui, alors, comme la rue à Tataken, tout près. Le cas à Montréal, c'est à Tataken qui est
qui remplace Amherst, Oui. mais ailleurs, des rivières, etc., qui portaient des noms adaptés de phonèmes autochtones ont retrouvé ont été restaurés dans leur C'est identité historique. À l'heure actuelle aussi, on travaille sur des chantiers pour les femmes, les Québécoises qui, à travers l'histoire, ont marqué le territoire. On lutte ensemble pour que les rues s'appellent autre chose que rue des Lilas, rue des Marguerites ou rue des Bourdons, mais qu'elles puissent rappeler aux riverains les origines pour qu'ils puissent s'ancrer davantage dans leur milieu. Puis, je pense que c'est intéressant le lien parce que ça permet une mémoire, puis ça stimule aussi l'imagination. Je pense aux enfants qui voient ces noms de rues-là, puis une fois dans leur cours d'histoire, on se dit « Ah oui, je connais tel nom de rue », ou puis là, ça peut faire des liens, ça fait des sentiments d'appartenance. Donc, je suis toujours en compagnie de Gilles Laporte, historien, et de Marie-Célie Agnan, auteure. Donc, je me demandais, j'avais une question, M. Laporte, puis vous pourrez sauter au rebond. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine période dans l'histoire du Québec où on a eu un peu peut-être honte de notre langue parlée parce qu'il y avait ce qu'on appelait le parler radio-canadien? Tellement juste ce que vous mentionnez. Effectivement, on peut dire que ça le nuit à la réunification de la francophonie. Prenez par exemple deux langues qui ont vécu des destins parallèles, le joual au Québec et le créole en Haïti. Ce sont deux langues qui ont beaucoup à se dire, mais qui ont été isolées, renfrognées, méprisées, souillées au nom, effectivement, d'un français normatif, celui des alliances françaises, etc. Et là, ces argots-là se parlent désormais. Ils s'échangent des mots, des couleurs, de la musicalité. Et c'est très, très enrichissant, là. Je me réjouis à chaque fois qu'on voit les nouvelles éditions du dictionnaire. La langue est une plante qui pousse, qui fait des fleurs et qui se nourrit de toutes les couleurs de la francophonie. Et c'est tout à fait juste. On peut dire que, d'ailleurs, des auteurs comme Aimé Césaire, d'un côté, ou bien comme, je sais pas, moi, Dania Ferrière, ou bien simplement ici, Michel Tremblay, sont lus dans tous les pays de la francophonie désormais, sans qu'ils aient à être traduits. Oui, tout à fait. Hein? La langue française, c'est vivant. J'aime bien votre métaphore de plante. Toutes les langues, en fait, se bougent. Et la thématique cette année, c'est notre langue aux 1000 accents. Et c'est ce que je trouve beau, c'est des accents de partout au Québec. On a plusieurs accents, mais c'est aussi la richesse des tonalités des accents d'origine. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme C'est-à-dire, Agnan? ce qu'on oublie en parlant de la manière dont la langue se développe, c'est que souvent, lorsque les gens me voient partir en voyage, aller par exemple au Japon, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mais je leur dis, mais il y a des départements d'études françaises, il y a plein de gens qui étudient le français partout dans le monde, vous voyez, c'est... dans tous les pays d'Europe, au Danemark, je suis allée à tous ces endroits-là faire des conférences en français et les gens sont intéressés. Et des fois, vous tombez sur des personnes mais qui vous parlent français, vous avez l'impression que c'est leur première langue. J'ai rencontré au Japon un professeur qui s'appelle Akira Mizubaichi, qui a écrit une langue dans laquelle il explique que le français, c'est sa langue paternelle. À un moment où il était tellement fatigué de la situation politique au Japon, il avait 18 ans, il trouvait qu'il y avait un discours qui ne répondait pas à ses attentes, il s'est mis à étudier le français. Et son père, avec très peu d'accent, lui a acheté l'appareil pour enregistrer les émissions en français. Et il a écrit ce livre publié chez Gallimard, je crois, où il parle de son rapport à la langue française. Alors je crois que c'est un héritage que les gens devraient continuer à nourrir, à protéger, mais dans la sérénité. Oui, c'est ça. Je pense que c'est essentiel. La langue devrait nous rassembler. Nous rassembler et donner les moyens, comme je dis. Parfois, on va dans les écoles aussi où les bibliothèques sont très pauvres, ou quand on ouvre la télévision, par exemple, on aimerait voir plus d'émissions en français. Oui. Et je pense qu'il faut concentrer nos efforts là-dessus. Est-ce que vous voulez faire un rebond, M. Laporte? Oh oui, je dirais effectivement qu'on est tous des amoureux de la langue française, mais évidemment qu'on s'entend sur une chose, une langue ne s'acquiert pas par la force. On ne force pas quelqu'un à acquérir une langue, il faut lui en donner envie, il faut lui montrer que cette langue-là lui ouvre des possibilités, ouvre des champs nouveaux, lui est une source d'enrichissement. Mais on se comprend bien là qu'il n'y a pas personne qui souhaite inculquer de force par des lois et tout le reste. L'avenir du passé passe par l'amour de la langue et le désir de joindre une communauté. D'ailleurs, je vous l'ai dit, il y a Andrés Livov, qui est un cinéaste qui, a 3 ans, a produit un documentaire, un film d'1h30, et le titre, c'est « La langue est donc une histoire d'amour ». Il est allé dans les classes de français des nouveaux arrivants pour faire des entrevues avec eux, et c'est ça le titre de son documentaire.
Et là, je ne sais pas si vous aimez les accents québécois, mais avant de vous laisser partir, j'ai envie de sans quelques expressions québécoises, voir si vous avez une idée de ce que c'est. Je vous donnerai les réponses, bien sûr. Fais pas ta neuve. Ah ben neuf, c'est être naïf, un petit peu, c'est ça. disons, fais pas celle qui sait pas. C'est ça, ben, exactement. C'est une expression beaucoup dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Beauce qui veut dire fais pas ta princesse, fais pas... hein? Vas-y, là! Celle-là, je l'aime bien. Est-ce que vous savez c'est quoi un frappe à bord? Maudit frappe à bord. Le frappe à bord, c'est le nom d'un insecte, hein, Oui. qui est très gros dans le nord du Québec. Et quand tu le reçois, effectivement, là, mais il n'y en a pas à Montréal, je vous rassure. Bon, alors, Mais un frappe à bord, quand on fait du vélo, on a parfois des frappes à bord. Mais là, vous semblez avoir une autre perception du frappe à bord. Non, mais c'est ça, mais c'est une maudite mouche à freuil. C'est Ah, à voilà. chevreuil, le terme, les grosses mouches noires là, qu'on n'aime pas. Qui pique. On voit qu'on a un historien avec nous. alors, j'en ai encore beaucoup à apprendre. C'est ça. Bon, disons, un que j'aime bien, il a fait un petit bout sur le poil des yeux. C'est poétique. Le poil des yeux, c'est les cils, Oui, non? il a trébuché. Oh, Donc, tu sais, il a frôlé sur le sol. Bon. Et une chose qu'on a beaucoup au Québec, à Montréal, des trelles à lièvre. Des trelles à lièvre. Ah, ben là, non. Non, vous savez, on a beaucoup de nids de poules, mais une traile à lièvre, c'est une route qui est en très mauvais état. Donc, on pourrait commencer à dire que les rues de Montréal sont des trails à lièvre. Oui, parce que les poules sont rares. Je vais finir avec ma préférée. Dame Nature a viré le cul à la crèche. T'as pas beau, Je donne ma j'imagine. langue au chat. C'est ça, il fait pas beau. Puis virer le cul à la crèche, c'est virer de bord à la crèche. Ça a vraiment une racine religieuse. Voilà. Donc, en terminant un peu, Madame Agnan, qu'est-ce qui se passe pour vous cet été? Vous êtes occupée, vous venez de Eh bien, sortir la il y a eu production, quelque chose de magnifique qui vient de se passer. Mon éditrice des éditions du Remue-Ménage vient de publier une édition bilingue de mon premier roman paru il y a 20 ans, La dot de Sarah, que vous pouvez lire. C'est un roman sur l'exil qui parle d'une rencontre d'une grand-mère et sa petite-fille. C'est le premier roman qui est issu d'une recherche à laquelle j'avais travaillé. Et ce livre est une version bilingue. On a fait un lancement hier soir, créole-français. Alors c'est merveilleux. Il y avait plein de jeunes hier soir qui sont intéressés au créole, qui sont venus au lancement, contents de pouvoir trouver dans ce même livre le français et le créole. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez fait des entrevues avec des femmes avec créoles. des femmes âgées. Il y a quand même longtemps. Oui. Je travaillais à cette époque-là comme pigiste pour pouvoir avoir le temps d'écrire. Et à partir des données de cette recherche, au lieu d'écrire un rapport de recherche qui va rester sur les étagères à l'université, j'ai construit un roman en tissant les vies de ces femmes. Et voilà, ça a donné naissance à La dot de Sarah, qui est une dot spirituelle que la grand-mère donne à sa petite fille. Et là, voilà, ce livre vient de sortir dans 2 versions, créole et français. Donc, on y va lire ça, retourner à votre premier Absolument. roman. C'est comme une forme de restitution que l'on Oui. fait à ces femmes-là, de leur redonner De leur langue, de ce leur que j'avais parole. pris dans leur langue d'origine, en quelque sorte. Oui. Et de votre côté, M. Je vais me Lapointe, contenter de on rappeler aux continue gens de l'enseignement? fêter aujourd'hui. Oui. Il y a plus de 120 événements à Montréal, dans la région de Montréal, des fêtes de quartier comme ici. D'ailleurs, rappelez que ça se poursuit aussi demain, samedi. Il y a des activités un peu partout, donc surveillez les médias. Et notamment le défilé stationnaire qui est installé dans le quartier des spectacles. C'est des chars allégoriques, tout simplement, qu'on peut visiter. Il y a des panneaux d'interprétation. C'est une belle sortie dans le quartier des spectacles, entre les Francopholies et le Festival de jazz. Tout à fait. Bien, je tiens vraiment à vous remercier de votre présence. Ce fut un plaisir.